Bonjour à toutes et tous. Merci Françoise Vercher et Daniel Ibanez d'avoir répondu à notre invitation pour cette séance de travail. Jean-François Coulombe et moi-même avions été, comme un certain nombre de parlementaires, récipiendaires de votre proposition de texte il y a maintenant plus d'un an, quelques jours. Dès le départ, de manière informelle, nous avions été extrêmement réceptifs parce que vous leviez deux choses auxquelles nous nous sentions confrontés à l'occasion des débats parlementaires pour la loi de finances 2023, qui était la question que toutes les initiatives qui étaient prises jusqu'à présent n'étaient pas de nature à embrasser massivement la question que génèrent les bâtiments en général, et pas seulement les logements, dits passoires énergétiques, dans le contexte du dérèglement climatique. Et donc nous sommes sensibles à votre approche parce qu'elle permet cette ambition de le prendre à l'échelle de l'enjeu. Et l'autre aspect, qui souvent nous est renvoyé et rétorqué dans les débats parlementaires, qui conduisent aussi à des polémiques entre le président de la Commission des Finances et la présidence de l'Assemblée nationale, c'est la question du financement et de comment on viendrait à gager aussi un texte de loi si le gouvernement ne venait pas à lever le gage. Enfin, dans cet aspect financier, nous avons le fait qu'il nous est rétorqué que le budget de la France ne pourrait pas porter cette ambition dans des délais aussi rapprochés que ceux que vous défendez. Et là, la notion de prêt hypothécaire, pour là le ramasser sans dévoiler le mécanisme et la substance que vous allez nous présenter, forcément fait mouche dans un certain nombre de rangs, et peut-être même de manière transpartisane à l'Assemblée nationale. Donc il faut peut-être se saisir de cette ouverture que l'on sent dans différents groupes parlementaires pour essayer d'avancer et être conséquent face au dérèglement climatique, mais aussi aux incidences qu'a la question de l'énergie dans les bâtiments, autant pour les acteurs économiques que pour les ménages. Mais bien entendu, pour les ménages, ça va de soi quand on sait que le pays n'a jamais été aussi riche, mais qu'il n'a par ailleurs jamais eu autant de pauvres de son histoire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Françoise Vercher et Daniel Ibanez de venir présenter les différents aspects d'un texte qui est sous son aspect relativement simple, qui contient un certain nombre d'enjeux techniques, réglementaires, budgétaires, financiers, on l'a vu, puisque c'est un petit peu le cœur du dispositif. On se rend compte que tout ce qui a été budgété jusqu'à présent dans la volonté gouvernementale de lutter contre le réchauffement climatique et les pertes d'énergie des bâtiments n'était pas à la hauteur du tout, puisqu'on est sur des échelles de grandeur de l'ordre de 5 à 10 milliards d'euros annuels et que les besoins sont évalués très simplement, en considérant le nombre de passoires thermiques en France, qui est de l'ordre de plus de 5 millions de bâtiments, de logements. On est dans des besoins qui sont 10 fois supérieurs à ce que le dernier PLF a dégagé comme budget nécessaire à cette grande cause nationale. Donc on va parcourir ce texte, évaluer, on va dire, toutes les opportunités qu'il représente, les avantages, quelques inconvénients également, parce que sa mise en œuvre n'est pas non plus très simple, étant donné l'échelle à laquelle on veut procéder. On va devoir contractualiser avec les différents acteurs des aspects importants de la chaîne de réalisation de cet objectif, qui passe par la fourniture des matériaux nécessaires à un projet d'une telle ampleur, la main-d'œuvre également nécessaire, les entreprises qui seront sollicitées pour réaliser l'ensemble des travaux nécessaires et qui portent sur plusieurs corps de métier, l'isolation des bâtiments, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, l'étanchéité, les portes et fenêtres,
Toutes les faces d'un bâtiment sont concernées également, donc on se rend compte que là il y a un aspect technique qui nécessite le concours de nombreux corps de métier et de nombreuses spécialités. Ensuite, donc bien sûr, l'aspect budgétaire qui, comme l'a dit Gabriel, doit pouvoir s'affranchir de l'article 40 qui nous est opposé pour tout ce qui relève de nos ambitions, en tout cas à la NUPES et à la France Insoumise en particulier, pour être à la hauteur des enjeux. Donc on va voir là qu'on a un dispositif qui permet justement, et c'est son originalité, c'est sa force, de s'affranchir de toutes ces contraintes sans créer de la dette, puisque en face nous avons des groupes politiques qui sont dans l'obsession du respect des 3% d'endettement de la France, et que là on a donc une possibilité de contourner, on va dire, cette limitation qui inactive beaucoup des projets nécessaires au regard du réchauffement climatique, de l'urgence climatique. Donc je vais commencer par vous présenter donc les raisons pour lesquelles nous sommes, Daniel, Maxime Combe et moi-même, parce que Maxime est absent. Voilà, excusez-moi. Voilà. Pourquoi nous nous sommes intéressés à cette question de l'isolation des bâtiments, et j'insiste tout de suite sur le fait qu'il s'agit des bâtiments et pas seulement des logements, car on a tendance à oublier tout ce qui est bâtiment. Or il suffit de regarder les zones d'activité ou les bureaux pour comprendre que là aussi il y a de la déperdition d'énergie. Donc la mauvaise isolation des bâtiments a des conséquences évidentes. Une consommation énergétique élevée en hiver et maintenant en été, car le réchauffement climatique étant à l'œuvre, vous voyez bien qu'on commence déjà à suffoquer au mois de juin, et que donc les installations massives de climatiseurs et de pompes à chaleur réversibles vont provoquer une flambée de la consommation d'énergie, et notamment d'électricité. Donc on va remplacer un mal par une autre difficulté. Consommation donc énergétique en hiver et en été accrue, émissions accrues de CO2, donc aggravation des problèmes liés au climat, dégradation de la santé par la pollution liée aux particules fines émises, notamment fioul, charbon, bois, parce que là on relance aussi la filière bois d'énergie, et ça pose aussi des questions. Évidemment, l'aspect social, c'est la question du pouvoir d'achat des ménages, car quand vous êtes dans des passoires thermiques, vous brûlez de chaud en été, vous avez froid en hiver et vous dépensez beaucoup d'argent. Augmentation aussi des charges des entreprises, puisqu'on parle non seulement des logements, mais des bâtiments. Et enfin, le fait de ne pas isoler les bâtiments fragilise l'indépendance énergétique de notre pays, parce qu'il faut commencer par là. Donc, on rappelle des choses qui peut-être sont... c'est pas la deuxième... il manque une diapo, Daniel. Voilà, non, il y en a une autre. Part du chauffage et de la climatisation. Bon, c'est pas grave, je vais vous la donner comme ça. Le secteur du bâtiment représente 44% de l'énergie consommée en France. 44%, c'est-à-dire loin devant le secteur des transports. Et chaque année, le secteur du bâtiment émet plus de 123 millions de tonnes de CO2, ce qui en fait un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour rendre un bâtiment plus économe, la première des choses à faire, c'est l'isolation. C'est l'isolation. Sur les bâtiments existants, qui sont quand même le parc le plus important, et évidemment sur les constructions neuves. Mais les constructions neuves, il y a eu des lois, il y a des réglementations, donc tout ce qui se construit est a priori, si c'est bien respecté, un peu mieux isolé. Je mets des a priori, mais c'est surtout le stock qui est important, le stock de bâtiments. Et donc, on veut insister là-dessus parce que on parle beaucoup en ce moment de changer votre vieille chaudière, changer vos fenêtres, etc. Mais la première des choses à faire, c'est l'isolation. Et la preuve que c'est la première chose à faire, c'est que, regardez, on a sorti 3 sources. L'ADEME 2021, la première étape doit préférentiellement viser les travaux d'isolation et de ventilation pour éviter des pathologies, ça c'est les problèmes de condensation, etc., et un surdimensionnement des systèmes de production de chauffage. Si vous n'isolez pas, vous allez mettre une chaudière plus puissante, mais vous gaspillerez et de l'énergie et de l'argent. La deuxième source dit la même chose, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Elle dit qu'il faut aussi commencer par l'isolation. Et la troisième source, c'est le comité d'évaluation du plan
France Relance, rapport 2022. Un système de chauffage ne peut être performant sans isolation adéquate, l'isolation étant un prérequis dans un parcours de rénovation cohérent et optimisé. Ça veut dire vraiment, on insiste là-dessus parce qu'effectivement, on peut parler de tout ce qu'on veut, de changement de fenêtres et de chaudières, mais la première des choses, c'est l'isolation. Alors, pourquoi est-ce que nous avons été amenés à faire une proposition ? C'est parce que nous avons commencé par regarder le fonctionnement actuel par subvention. Et ce fonctionnement ne marche pas. Il ne marche pas pourquoi ? Les propriétaires à qui l'on donne l'argent de MaPrimeRénov', ou à qui on pourrait donner de l'argent dans le cadre de MaPrimeRénov', qui est le mot que tout le monde connaît maintenant, ont un reste à charge important. Et qu'on peut vous donner 20% ou 30%, si vous n'avez pas les 70% à mettre, vous ne faites pas. Lorsqu'ils sont bailleurs, pour récupérer leur argent, ils augmentent souvent les loyers, parce que leur principe, c'est quand même souvent, quand ils sont bailleurs, le retour sur investissement. Donc, ils vont peut-être rénover, mais le locataire qui est dans les bâtiments, logement ou bâtiment, lui, il va payer. Pour l'isolation des seuls logements, il faudrait un budget de subvention d'au moins 300 milliards d'euros à donner aux propriétaires. Puisque la subvention, le principe de la subvention, c'est que c'est un don. Donc ça veut dire pour on est sur une base d'un pourcentage 20 000 euros par logement et 40 000... on est sur une base de 1000 milliards d'euros de travaux avec une moyenne de 30% de subvention. D'accord. Voilà. Les bâtiments à usage commercial ou tertiaire aujourd'hui sont exclus du système MaPrimeRénov'. Donc on parle surtout du logement dans MaPrimeRénov'. Et donc vous voyez, le bilan, c'est que pour 25 millions de bâtiments, parmi lesquels il y a 30 millions de logements, puisque dans un bâtiment il peut y avoir beaucoup de logements, donc on a des chiffres pas incohérents, ça paraît toujours difficile, mais bon voilà. Mais c'est cohérent. Le budget nécessaire à l'isolation, si on voulait isoler tout cela, c'est 1000 milliards d'euros. Effectivement, sur la base de 40 000 euros en moyenne, comme l'a dit Daniel tout à l'heure. 1000 milliards, ça veut dire qu'il faudrait donner 300 milliards d'euros en subvention, mais il faut aussi que les propriétaires sortent entre 500 et 700 milliards. Et donc, on voit bien que ce soit 5 milliards ou 10 milliards de subventions, la bataille que vous avez menée à l'époque sur le fait que 5 milliards c'était pas suffisant, c'est sûr, mais 10 milliards de toute façon ça ne suffit pas. Et donc, le problème, c'est un problème de fond sur le système qui a été mis en place. Je ne sais plus quelle est la diapo, parce que je crois que je ne suis pas sur le même... voilà. Alors, nous, on va... C'est Daniel qui va prendre le relais sans doute sur la présentation de notre système, mais je voudrais insister sur une chose avant qu'il présente notre proposition, c'est que ce que l'on propose, c'est effectivement une sorte de révolution copernicienne, parce que tout le monde reste sur l'idée de la subvention. Et donc, tout le monde veut améliorer le système. Je me souviens, on a étudié la proposition de loi qu'avait déposée Boris Vallaud dans la mandature précédente. Alors, quand vous regardez les tableaux, c'est hyper compliqué, parce que si vous n'êtes pas dans la case, alors selon le nombre d'enfants, le revenu, etc., alors vous avez tant de pourcents dans cette case-là, tant de pourcents, etc. Et souvent, les gens qui veulent améliorer le système préconisent en fait de rajouter une case. Alors, on va aider davantage les plus modestes. On va en rajouter un petit peu. Et nous, ce qu'on propose, c'est de changer complètement l'optique, c'est-à-dire de sortir, et on sait que c'est ça qui est difficile, intellectuellement, parce qu'on a tous tendance à rester sur le chemin qui a déjà été ouvert en se disant on va améliorer. Nous, on dit ça ne marche pas, il faut acter le fait que ça ne marche pas, et il faut changer complètement de braquet, et donc c'est le sens de la proposition dont on va détailler les modalités. Alors donc, le principe du mécanisme, c'est un prêt à tous les propriétaires de bâtiments, sans condition de ressources. Je souligne déjà que le fait d'accorder des subventions, comme c'est le cas aujourd'hui, sous condition de ressources, puisqu'elles sont variables en fonction des ressources, coûte déjà de l'argent pour l'instruction des dossiers. Et que donc, le fait de faire sauter cette condition de ressources permet des économies dans le système, mais permet également et surtout de pouvoir
créer une obligation d'isoler les bâtiments pour les propriétaires, pour tous les propriétaires, puisque d'un côté, on leur avance de l'argent, et donc de l'autre côté, on peut exiger de leur part qu'il y ait une isolation qui est, à notre avis, parfaitement constitutionnelle, puisque ça répond à l'exécution de l'article 2 de la Charte de l'environnement. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Et donc, clairement, à partir du moment où la question du financement et la question de la ressource n'est plus posée, premièrement, on simplifie la prise de décision, puisqu'elle est obligatoire, et en plus de ça, on se retrouve effectivement avec une ouverture complète sur tout ça. L'article de la Charte de l'environnement. Article 2. Merci. Et donc, c'est un élément qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que effectivement toutes les discussions qui ont lieu au sein de la NUP, mais au sein du Parlement, portent assez fréquemment sur la priorisation du logement précaire énergétique. Nous, on se place résolument, et on tient à le rester, sur l'urgence climatique, et donc les bâtiments. D'accord ? Un supermarché, un hypermarché réchauffe beaucoup plus qu'une passoire thermique. Et donc, quand on est sur la question de l'urgence climatique, en fait, on intègre bien évidemment les bâtiments, et comme on propose un mécanisme, les logements, pardon, et comme on propose un mécanisme de financement par prêt octroyé par l'État, finalement, l'État conserve la main sur la priorisation de ce qu'il souhaite faire. À savoir, peut-être, d'abord, les logements précaires énergétiques, avant de faire les grands bâtiments. Ou peut-être de dire, je vais faire un arbitrage entre les plus émetteurs, ou les plus consommateurs d'énergie, et la précarisation sociale. Enfin, en tous les cas, étant donné que c'est un prêt accordé par l'État, il garde la main sur la priorisation des investissements. On a effectivement, comme l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un équilibre budgétaire qui est lié au fait que le prêt est contre-garanti par une valeur hypothécaire qui est une créance certaine et qui est exigible à terme. Et donc on a une créance certaine qui permet d'avoir cet équilibre budgétaire, puisque à chaque fois qu'on va débourser par prêt un montant de X, 20 ou 40 000, ou 50 000 ou 100 000 euros, on aura un montant, une inscription hypothécaire qui garantira ce prêt à due concurrence, et donc c'est par là qu'on obtient l'équilibre financier du mécanisme. Et le remboursement, contrairement à tout ce qui est aujourd'hui envisagé, n'intervient qu'à la cession, à la succession ou à 30 ans ou plus tard. Étant précisé que la durée de détention pour les logements est de 14 ans. C'est-à-dire que, en fait, en moyenne, sur les logements, les prêts sont sur 14 ans. Quand on dit à la première cession, c'est aussi les cessions de parts. D'accord, de manière à ne pas se faire coincer dans les opérations immobilières et spéculatives. Donc, dès qu'une part est cédée ou se trouve dans le cadre d'une succession, l'exigibilité du remboursement est acquise. Et bien évidemment, et c'est une des grandes faiblesses qui se trouve aujourd'hui, il y a une validation de la bonne exécution des travaux avec une obligation pour les prestataires de disposer d'une garantie décennale, et avec un avantage de cette validation de la bonne exécution des travaux par un service de contrôle qui pourra d'ailleurs remplacer les services d'évaluation des conditions de ressources, puisque là on n'est plus dans le cas, mais qui permettra surtout que ce ne soit pas le propriétaire qui déclenche la garantie décennale en cas de malfaçon, mais bien l'organisme d'État prêteur qui dit « je suis désolé, les travaux sont mal exécutés au titre de l'évaluation que l'on a fait ». Et donc ça n'est plus le propriétaire qui se retrouve face au poseur d'isolation, mais c'est bien l'État ou les services qui seront compétents qui déclencheront la garantie décennale, ce qui veut dire qu'il faudra mettre autour de la table également, bien évidemment, les assureurs. Donc voilà, je viens d'en parler, la garantie...
Non, mais vas-y, poursuis. Pardon. Poursuis. Donc, le gros avantage de ce mécanisme, c'est que on n'est plus dans un système de subvention, donc de dépenses nettes sur le budget de l'État, mais d'un prêt avec une contre-garantie, et par conséquent, on récupère l'équivalent de 5 milliards par an, puisqu'on n'a plus la subvention. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque bien évidemment, on nous parle, et on en a déjà parlé, de la question de la formation, des ressources humaines, etc., et y compris du développement des filières de matériaux d'isolation. Donc tout ça coûte de l'argent, mais on récupère un budget de 5 milliards, puisqu'on n'est plus dans le cadre d'une subvention, et qu'on est vraiment dans le cadre d'une avance qui est remboursable, un prêt, de cette manière-là. Donc ça, c'est important, et c'est intéressant puisque il y a 4 métiers essentiellement où on va avoir besoin de former des personnels. La première, c'est la couverture, bien évidemment. La deuxième, c'est la façade, les poses des fenêtres et du plaquage, parce qu'on peut être sous-rampant ou en périphérique intérieur. C'est intéressant de regarder un petit peu ces éléments-là parce que un plaquiste. Non, ça en fait 4 là. Oui, mais parce que tu n'as pas parlé d'ingénierie contrôle. Non, mais couverture, façade, porte et fenêtre et plaquiste. Oui. Donc celle-là, on est sur 4 métiers directs. Oui. Et après, on a l'ingénierie et le contrôle, effectivement, qui peut être basé sur les diagnosticiens existants avec des formations et des exigences un peu supérieures à ce que l'on a aujourd'hui. On insiste quand même, on n'est pas revenu là-dessus dans notre diaporama, mais vous savez tous, parce que vous avez lu ces articles sur le scandale des DPE. La même maison, le même appartement, selon 3 bureaux d'études, n'est pas classé de la même manière. Or aujourd'hui, le classement est très pénalisant, puisque effectivement, il peut y avoir passoire thermique, ça a des conséquences sur le prix de vente de la maison, etc. Donc nous, de notre point de vue, il y a là, en ce moment, en plus de l'aberration de la subvention qui ne marche pas, il y a aussi un vrai problème de justice et d'équité avec cette histoire de DPE. Bon, donc il y a visiblement des entreprises moins sérieuses que d'autres. Et donc il faudrait qu'il y ait quelque chose d'un peu plus organisé là-dessus, sur le contrôle. Ça y est. Donc il va falloir effectivement un pilotage de l'ingénierie à la fois pour la préconisation et du contrôle, parce que sans contrôle, effectivement, on n'y arrive pas. On a préconisé que ça puisse se faire par thermographie. Clairement, il faut en tous les cas qu'il y ait un juge de paix à la fin des travaux qui garantisse ça. Et si les travaux ont des malfaçons, pour une raison X, Y ou Z, eh bien, les assureurs sont appelés en garantie des travaux, de manière à ce que les travaux soient faits correctement, puisqu'ils sont financés et payés. Donc, bien évidemment, les propriétaires bailleurs ont la même obligation d'isoler leurs bâtiments et les logements qu'ils louent, ou les bâtiments qu'ils louent. Par contre, étant donné qu'ils ont le bénéfice d'un prêt sans condition de ressources, fait qu'on leur interdit la capacité d'augmenter les loyers qu'ils ont aujourd'hui sur la base de la théorie du reste à charge et du retour sur investissement. Et donc, on est coincé sur l'augmentation liée à l'indice de révision des loyers ou bien de l'indice du coût de la construction. C'est-à-dire les conditions contractuelles, sans pouvoir y déroger, ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est important, on aura la discussion tout à l'heure très probablement, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des locataires qui sont précaires énergétiques, pour qui, quand on arrive à faire financer les travaux, se retrouvent précaires sociaux, parce qu'on leur a tellement augmenté les loyers que ça leur coûte plus cher que ce qu'ils payaient comme énergie. Et donc là, il y a vraiment un dispositif qui est intéressant pour les locataires et qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'obligation d'isoler redonne aux locataires un pouvoir d'exigence d'isolation des logements ou des bâtiments. Voilà. Ensuite de ça, là encore, la priorisation des bâtiments pour les propriétaires, c'est-à-dire que nous avons considéré qu'un propriétaire bailleur qui est également propriétaire résident en général, devra obligatoirement commencer par l'isolation des biens qu'il loue avant de pouvoir bénéficier du prêt à titre personnel pour sa résidence principale ou pour ses résidences.
Effectivement, on a également quand même les personnes les moins aisées quand elles empruntent, sur faisant une hypothèque qui est quasiment automatique. Voilà. Que nous permet ce mécanisme ? Étant donné que, bien évidemment, on n'a plus de conditions de ressources et qu'on a une obligation, et que l'État français est capable de pouvoir bénéficier de la BEI. D'ailleurs, il y a un règlement, une directive européenne sur la rénovation des bâtiments qui permet justement aux États de s'adresser à la BEI pour favoriser ces politiques en matière d'économie d'énergie. Donc là, on a une capacité à ouvrir les robinets. On nous a objecté que, par exemple, 60 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, et nous répondons de manière assez simple que Jérôme Kerviel, tout seul en 2008, avait placé 50 milliards sans que ça heurte qui que ce soit à la Société Générale, que donc la France, l'État français devrait réussir à emprunter 60 milliards sur les marchés ou à la BEI sans trop de difficultés. Bien évidemment, le fait qu'on prête la totalité des travaux sans conditions de ressources fait qu'il y a une disparition du reste à charge et qu'on n'est plus du tout dans une logique de retour sur investissement, mais simplement d'amélioration de la performance énergétique et surtout une réduction de la consommation des bâtiments. Lorsque l'on fait disparaître, je l'ai dit tout à l'heure, l'instruction des dossiers pour les conditions de ressources, on économise de l'argent, puisque ces personnes-là peuvent être réaffectées soit aux préconisations, soit au contrôle. Le remboursement des travaux à terme à la première mutation ou bien 30 ans au plus tard par les bénéficiaires se justifie parce que en fait les travaux sont immeubles par destination. Et donc c'est en fait le bâtiment qui va rembourser le prêt qui aura été fait par le biais de l'hypothèque et non pas les revenus du propriétaire qui vont être utilisés pour rembourser ce prêt. D'accord ? Donc on a cet élément. Bien évidemment, il y a des effets immédiats, amélioration de vie pour les locataires et des économies de fonctionnement et des loyers maîtrisés également. Voilà. Donc, sur la disponibilité du budget, puisqu'on économise en fait 5 milliards d'euros par an dans le budget de l'État, on peut les réaffecter au budget de formation ou au budget de soutien des filières de production de matériaux isolants. Donc on va avoir ce premier effet financier intéressant. Si on part sur un plan, je dis n'importe quoi, mais à 10 ans par exemple, c'est 50 milliards d'euros qui vont être économisés. Si on part sur 2 ans de formation à raison de 5 milliards, il reste encore 40 milliards d'euros de bonus. Et très franchement, pour des plaquistes, le temps de formation est maximum de 6 mois. Pour des couvreurs, disons que c'est 1 an. Pour des façadiers, disons que c'est 6 mois. Et pour des poseurs de fenêtres, disons que c'est 1 an. Donc vous voyez qu'à l'échelle du temps de formation, le budget de 5 milliards sur la première année permet déjà de former quelques milliers de personnes sans difficulté. Bien, bonjour à toutes et à tous, à ceux que je ne connais pas, à ceux que je connais. J'ai plaisir à retrouver. Ici, ça tombe bien, je trouve, cette réunion, parce que ce matin, j'auditionnais dans le cadre de la commission des finances Pisani-Ferry. Donc vous savez qu'il a produit un rapport récemment sur les questions justement de transition écologique et un rapport qui est essentiellement financier. Alors que dit ce rapport, vous l'avez certainement lu, mais je le rappelle, c'est que il faut 66 milliards d'euros par an de plus d'ici 2030 pour espérer une bifurcation écologique ou au moins freiner le réchauffement climatique. Je dis bien 66 milliards de plus, pas 66 milliards en tout par rapport au budget qui intégrerait le budget. La deuxième chose que dit ce rapport, c'est qu'il décrit les postes. Et donc, pour le poste qui nous intéresse, sur les 66 milliards, 48 sont consacrés à la question de l'usage des bâtiments. 10 aux bâtiments publics, 21 rénovation des logements, 17 rénovation du tertiaire privé. Bon, c'est donc le poste le plus important
qu'ils mettent sur la table sur la question de la transition écologique. Une deuxième réflexion qui nous a faite, c'est que il y a la part là-dedans estimée de l'investissement public. Et des finances publiques, alors bien sûr les bâtiments publics, elle est totale. Pour la rénovation des logements, c'est les 2/3, et pour la rénovation du tertiaire privé, c'est en gros seulement 10%. Bon, pourquoi je donne ces chiffres? D'abord pour constater une première chose, c'est que au moins sur le constat, tout le monde est d'accord. Voilà. C'est-à-dire, moi, si je rapproche les chiffres là, lancés par Pisani-Ferry avec ceux qui avaient été avancés par dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, on est à peu près sur le même ordre d'idée. Enfin, on est un peu plus du côté de Pisani-Ferry, mais pour une bonne raison, c'est que chaque année de retard pris, la note augmente. Voilà. Alors, elle augmente en termes de ce qu'il faudrait, mais elle augmente aussi tout simplement parce que si vous estimez, par exemple, que vous faites une bifurcation écologique sur 20 ans, bah, si vous le faites en 20 ans, vous le divisez par 20, si vous le faites au bout de 15 ans, vous le divisez par 15, et puis à un moment donné, vous tardez tellement que ça devient, à la fois ça devient trop tard, bon, ça d'un point de vue du climat, mais ça devient aussi ingérable d'un point de vue économique. Bon. Ça, c'est une première réflexion sur un constat au moins partagé. Je dis ça parce que ça pourrait ne pas être le cas. Bon, ces sommes ne sont pas contestées, y compris ce matin, c'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement. Ce matin, personne ne contestait ces sommes. Un premier regret que j'ai, mais qui dépasse notre cadre, c'est que je pense qu'il faudrait maintenant qu'on ait... parce que ce que dit Pisani-Ferry, c'est une phrase qu'on connaît tous, c'est le fait que l'inaction coûte plus cher que l'action. Sauf qu'on a du mal à estimer l'inaction. Pour l'instant, il n'y a aucun rapport sérieux qui produit ce que va coûter l'inaction en termes climatiques chaque année en termes budgétaires. Ce serait important de le savoir. Pourquoi? Parce que quand vous dites c'est 70 milliards par an d'ici 2030, bah, tout de suite les gens font les calculs, 70 milliards, on voit ce que ça signifie. Alors, il y a ceux qui vous disent, ah ouais, mais on peut augmenter la dette. Lui propose d'augmenter la dette, puis il l'assume. 5 à 6 points de PIB en plus de dette d'ici 2030. Et puis ceux qui vous disent, ah oui d'accord, mais ça peut ralentir l'activité économique, vous connaissez comme moi. Si on arrivait à estimer, et donc y compris pour la question du bâtiment, combien coûtera l'inaction, je pense qu'on relativiserait rapidement les 70 milliards d'euros par an supplémentaires. Parce que, à mon avis, c'est des chiffres bien plus cataclysmiques. Bon. Une fois dit ça, c'est un premier point de vue. Deuxième chose qui aussi fait que on est peut-être au moment où on peut justement avancer, c'est que lors du dernier PLF, projet de loi de finances, vous savez que le projet de loi de finances se discute par mission, et la mission concernant la question de la rénovation, de la consommation d'énergie des bâtiments, la rénovation thermique, est une mission qui a explosé le budget du gouvernement. C'est-à-dire que toutes les oppositions se sont mises ensemble pour voter des budgets, y compris notre amendement France Insoumise, de 6,8 milliards d'euros supplémentaires, qui a été voté. Tout ça est disparu dans les traces du 49.3, parce que le gouvernement a appliqué le 49.3, mais n'empêche, ça avait quand même été voté. Ce qui fait que le gouvernement, d'ailleurs la majorité, avait voté contre, du coup, sa propre mission. Bon. Ça signifie une deuxième chose. C'est que, de manière totalement transpartisane, le fait qu'à un moment donné, il va falloir mettre le paquet est quelque chose, là aussi, d'admis. Troisième constat que je tire, c'est qu'on vient d'avoir ce qu'on appelle le printemps de l'évaluation. Le printemps de l'évaluation, c'est les rapports qui sont faits par les rapporteurs spéciaux du budget et qui regardent un peu la manière dont le budget est exécuté. Et je regarde par exemple le rapport qui a été fait par François Jolivet, député Horizon, qui travaille sur l'évaluation de la question du soutien aux travaux de la rénovation énergétique de l'ANA. Bon bah lui, qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Il dit qu'en gros, pour aller vite, tout ce qui est rénovation partielle est quasiment inutile. Autrement dit, si vous pouvez à un moment donné améliorer, en changeant une chaudière, si vous pouvez améliorer l'empreinte carbone, n'empêche, à partir du moment où vous ne rénovez pas la globalité du bâtiment, bah, tout ça est un peu un coup de cuillère dans l'eau. Et donc il a des propos assez donc, dans lesquels on peut très bien se retrouver là-dessus, sur ces questions-là. Alors maintenant, toute la question, une fois qu'on est tous d'accord sur ce qu'il faut faire, une fois qu'on est tous d'accord pour dire que dès lors qu'il n'y a pas de rénovation complète, ça sert quasiment à rien. Alors que vous savez, il y a à peu près seulement 10% des travaux financiers en 2022 qui ont porté sur des rénovations globales. Bien, comment on fait ?
Premier constat, comme on fait, on arrête de baisser les budgets et les personnels des ministères de la transition écologique. Donc, pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec, que ce soit du côté du ministère de la transition écologique ou du côté de l'ADEME, on se retrouve aujourd'hui avec des opérateurs ou un ministère qui ne sert plus que de guichet par rapport à des subventions qui sont mises sur la table. Autrement dit, par exemple, quand vous interrogez l'ADEME, ils vous disent, nous, on n'a plus du tout les moyens d'aller contrôler, d'aller voir, d'aller savoir si les travaux étaient bien faits, si ils sont correctement orientés. On n'a plus que les moyens, en gros, d'être le guichet par lequel passe de l'argent. Évidemment, tout ça est un souci majeur. Pourquoi ? Parce que notamment, par exemple, sur les questions de rénovation, il y a des questions de fraude, il y a des questions de travail, de malversation qui sont faites, il y a des questions de financement insuffisant, etc. Premier constat, donc, moi, que je fais en tant que président de la Commission des finances, c'est que tant qu'on a une enveloppe qui est une enveloppe derrière laquelle s'abrite le gouvernement pour dire « mais vous voyez, je mets de l'argent dans ma prime rénov, je mets de l'argent dans les pompes à chaleur, etc. » Mais que d'un autre côté, on fait en sorte d'affaiblir l'État ou les opérateurs de l'État pour flécher ces travaux, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans une efficacité absolument terrible. La deuxième chose, c'est de savoir comment, à un moment donné, on finance ces travaux. Et là, ça renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la part du public. Et ça renvoie aux travaux notamment proposés par Daniel Ibanez et qui a été repris avant nous par un des rapporteurs de la majorité, c'est-à-dire David Amiel, qui, lors de son dernier rapport présenté justement dans le cadre de la printemps de l'évaluation, a lancé des pistes, c'est-à-dire une PPL qui généraliserait le prêt avance mutation, qui permet d'emprunter pour réaliser des travaux de rénovation énergétique et de n'en rembourser le capital et les intérêts qu'en la mutation du logement. Ça fait longtemps que Daniel essaye de me convaincre, et je suis convaincu que c'est une bonne solution. Pourquoi c'est une bonne solution ? Parce que justement, dans tout ce que montrent ces chiffres, on voit bien qu'il y a une question de financement. Que le financement, alors, nous on est d'un courant politique qui estimons que la dette financière est moins importante que la dette écologique. Donc, je rejoins un peu ce que dit Pisani-Ferry. Il vaut mieux 5-6 points de dette de PIB en plus qu'un dérèglement climatique tel qu'il devient... on n'arrive plus à l'enchaîner. Bon. Deuxième chose, il y a évidemment la question de la taxation sur les plus riches que propose Pisani-Ferry de manière temporaire, que nous ne propose pas de manière temporaire, qui permet d'aller chercher de l'argent. Mais il y a aussi peut-être de savoir où on met l'argent public. Bon. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que, comme ça, l'idée que on mettrait tous les citoyens, notamment les propriétaires, à peu près sur le même plan en termes de subventions, c'est quelque chose qui paraît un peu lunaire. Un propriétaire, il reste propriétaire de son bâtiment et il prend de la valeur s'il y a une rénovation. Et c'est pas non plus, c'est effectivement un peu intuitivement bizarre que l'État prend tout en charge. D'autant plus que s'il le fait, ou en tout cas en partie en charge, s'il le fait sous forme de subvention, il va manquer des subventions pour tout ce qui est logement indigne, tout ce qui est passoire thermique dans des bâtiments sociaux où on sait que c'est absolument effroyable dans tous les projets en rue, etc. Donc il faut arriver à savoir où on met l'argent. Et ça, c'est vrai que l'idée que ça soit plutôt un prêt qui quelque part serait remboursé au moment de la revente du bien ou pourquoi pas d'un héritage, moi me semble être quelque chose qui irait dans le bon sens. Voilà un petit peu ce que je voulais dire comme réaction par rapport à vos travaux. Moi, mon intuition, c'est que c'est obligé d'avancer. Moi, je pense qu'on est obligé d'avancer. Voilà, je crois que le gouvernement a beau dire, alors le problème c'est que vous savez que par exemple dans les mesures d'économie budgétaire que le gouvernement compte mettre en place pour aller vers respecter les 2,7% de déficit qui s'est fixé, donc c'est tout l'inverse de ce que dit Pisani-Ferry, en 2027, le gouvernement compte notamment prendre de l'argent sur le logement. Bon, chacun sait que le logement est dans une situation en France absolument extraordinaire qui nécessite, qui explique qu'on puisse faire des économies sur le logement. Donc, bon, ça c'est des choses inquiétantes. Mais moi, ce qui me rassure quand même un peu, c'est le début de mon intervention pour vous dire quand même que de manière transpartisane, tout le monde admet cette nécessité et que je pense que si on pousse, si on a des solutions de ce type-là, c'est-à-dire des solutions pratiques qu'on retrouve portées par la majorité avant nous, malheureusement, je pense que c'est des choses sur lesquelles, à mon avis, on peut avancer dans les mois à venir, voire les années. Voilà. Bonjour à tous.
tous et à toutes. Merci de ces éléments d'exposé et de présentation d'une proposition, vous l'avez dit, Madame, très différente de la politique publique qui est mise en œuvre actuellement, sur lequel l'opérateur ANA ne commentera pas. Enfin, c'est une proposition qui est portée par des représentants des territoires et donc il n'appartient pas en tout cas à l'opérateur que je représente de commenter. En revanche, je trouve qu'il est intéressant de discuter des éléments qui me semblent ne pas avoir été complètement pris en compte ou au contraire que on peut trouver extrêmement intéressant dans vos propositions. Le premier sujet, c'est et le premier point même, c'est ce que le président de la Commission des Finances et vous-même dites, c'est qu'effectivement la rénovation énergétique aujourd'hui est assez consensuelle. Je ne sais pas si elle l'est à 100%, en tout cas moi j'ai pas de données mais elle est très consensuelle. Et nous en tout cas dans la multiplication par 10 de l'activité de l'agence sur les 5 dernières années, on voit bien que la prise de conscience en fait des habitants et des territoires pour aller vers la rénovation énergétique est une réalité. On est passé de 70 000 logements aidés à 700 000 logements aidés par an. Et donc il faut bien en prendre la mesure. Il se passe des choses dans les territoires et beaucoup de gens s'engagent dans des démarches de rénovation de leur logement. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que au fond, sur la question de l'habitat, et vraiment de l'habitat privé, puisque l'ANA ne traite que l'habitat privé, lorsque une évolution de politique publique est en cours de gestation, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle les politiques de l'habitat. Et les politiques de l'habitat en France sont des politiques qui ne sont pas une politique qui n'est pas décentralisée, c'est une politique déconcentrée, c'est une politique dans laquelle les collectivités territoriales ont un rôle extrêmement important à jouer parce que ce sont les collectivités territoriales qui assurent la proximité des habitants. Donc que l'on soit dans un système fiscal, que l'on soit dans un système de subvention, que l'on soit dans un système de prêt, au fond, et peut-être même qu'il pourrait exister des mixtes. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un mixte entre la subvention et le prêt. Et la subvention n'est pas que celle de l'État. C'est une subvention qui est portée à la fois par l'État au travers de MaPrimeRénov' et notamment de MaPrimeRénov' Sérénité, de MaPrimeRénov' Copropriété et des collectivités territoriales. Au fond, ce sont bien des politiques locales de l'habitat qui s'expriment au travers d'un PLH avec des objectifs qui sont fixés au niveau local et qui ensuite s'adossent en fait sur les stratégies qui sont mises en place par les élus locaux. Et je pense que c'est vraiment important de prendre ça en considération, c'est-à-dire que la façon dont le fonds que vous proposez s'articule avec les politiques de l'habitat à la fois au niveau national et leur système de déconcentration et de prise en charge par les collectivités territoriales me semble extrêmement important à prendre en considération. Troisième point, c'est le sujet de l'accessibilité finalement à une aide. Il y a deux sujets. Le premier, 68% des ménages qui bénéficient de MaPrimeRénov' sont des ménages modestes et très modestes. Et au travers de MaPrimeRénov', que l'on soit dans Sérénité, Copropriété ou que l'on soit dans MaPrimeRénov' nationale, leur dépense est couverte à environ 70%. Je parle des ménages modestes et très modestes. Les ménages de catégorie intermédiaire et de catégorie supérieure ont évidemment un reste à charge plus important parce que le choix de cette politique publique aujourd'hui est un choix de redistribution qui est fonction effectivement des ressources. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis deuxième élément, toujours dans cette question de comment cette aide en fait se diffuse sur le territoire et à destination des usagers. Vous dites on crée des professions pour pouvoir accompagner les ménages tellement c'est complexe, on ne les crée pas. En fait elles existent depuis des décennies. Et je souhaite vraiment partager avec vous que le fait de faire des travaux chez soi, c'est pas qu'une question d'aide. La résistance aujourd'hui, la difficulté plutôt, la conscientisation de la société pour aller vers de la rénovation énergétique, elle est là. 1,5 million de ménages ont déjà bénéficié de MaPrimeRénov' sur les 3 dernières années qui viennent de s'écouler. Il y a des sujets économiques, mais il n'y a pas que des sujets économiques. À l'ANA, nous, on porte un propos que tout le monde connaît très bien.
On dit personne ne se lève le matin en ayant envie de faire des travaux chez soi. Et c'est pas parce qu'on n'a pas personne ne se lève le matin en ayant envie de faire des travaux chez soi. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent ou c'est pas parce qu'on n'a pas accès à un réseau d'entreprises suffisamment disponible sur le territoire. Il va bien falloir qu'on parle des réseaux sur les territoires aussi, mais c'est parce que c'est intrusif. C'est parce que faire une rénovation globale chez soi, c'est compliqué. Enfin, c'est plusieurs mois de travaux, vous l'avez cité, c'est plusieurs corps d'État, il faut les coordonner, et puis c'est plusieurs corps d'État qui vont produire à un moment donné différents types de devis, avec différents types d'isolation. Je ne sais pas si beaucoup de gens autour de cette table savent la différence entre la laine de verre et la laine de bois. Nous savons. Et savent quel est l'intérêt d'avoir une isolation à l'extérieur par rapport à une isolation à On l'intérieur. peut même parler du temps de déphasage si vous voulez sur les produits. De l'inertie des matériaux, non, on est au point. connaît ça. On connaît ça. Voilà. Donc, mais ce n'est pas le cas. Moi j'ai fait le téléphone bien sûr. sonne hier soir et les bien questions sûr. qui remontaient, Bien sûr, bien sûr. c'est que les gens sont perdus parce que tout simplement c'est un métier. Il y a des professionnels du bâtiment qui sont des entreprises, il y a des architectes, il y a des assistants à maîtrise d'ouvrage et la majorité des Français qui sont propriétaires dans le parc privé, qu'ils soient bailleurs ou qu'ils soient occupants, ne sont pas des professionnels du bâtiment. Je vais vous le dire de façon un peu différente. Quand vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste et vous évitez d'aller voir un avocat. Et quand vous avez un problème juridique, vous allez voir un avocat et vous évitez d'aller voir un médecin. Parce que vous allez voir le professionnel compétent par rapport au problème qui est le vôtre. Sur le bâtiment, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas forcément voir une entreprise. Vous allez voir un professionnel, ce qu'on appelle une prestation intellectuelle, qui va vous guider à un moment donné dans le bon parcours de travaux et pour faire une rénovation globale en maison individuelle ou en copropriété. Et en copropriété, il y a par ailleurs des autorisations d'urbanisme, des obligations d'urbanisme pour pouvoir réaliser une transformation du bâtiment. Ça arrive aussi d'ailleurs sur la maison individuelle, qui sont extrêmement importantes. Et ça relève bien de cette prestation intellectuelle que j'évoque, c'est-à-dire l'accompagnement. Et l'accompagnement est en place sur les aides à la pierre depuis plusieurs décennies. Et les 10% de rénovation globale que vous évoquiez tout à l'heure dans vos propos, c'est bien 10% de rénovation globale accompagnée. Accompagnée pour faire un diagnostic, accompagnée pour faire une prescription de travaux, accompagnée pour trouver des entreprises sur le territoire concerné, accompagnée pour réaliser ces travaux et accompagnée pour pouvoir demander les aides publiques. Et quand ça se passe bien, ça reste complexe. Et quand on est face, et dernier point que je voulais aussi aborder par rapport aux éléments que vous avez présentés, quand on est face aux passoires ou bouilloires, qui sont souvent les mêmes, soyons clairs, en fait ce sont des bâtiments qui sont mal isolés pour plein de raisons, parce qu'ils correspondent à des périodes de construction très différentes, pouvant remonter à plusieurs siècles, ou jusqu'au siècle dernier. Ça dépend. On a des modes d'intervention qui sont différents, qui correspondent à des modes de construction différents de ces différentes époques. Quand on est face à ce type de situation, on est souvent face à des travaux importants, et notamment quand on est face à des situations de précarité sociale, c'est-à-dire d'occupation sociale particulièrement précaire dans ces logements, et donc l'accompagnement social. Il n'y a pas qu'un accompagnement technique, financier, administratif, mais il y a un accompagnement social qui est extrêmement important. On connaît dans de nombreuses grandes villes, mais aussi dans certains territoires ruraux, qui peut conduire jusqu'à la recherche d'un relogement. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un changement vraiment assez radical, ce que vous proposez, mais quel que soit le changement radical, on a un peu des invariants en fait autour de cette politique publique qui, de toute façon, je le redis, qu'on soit sur une aide fiscale, qu'on soit sur une aide directe, type subvention, ou que l'on soit sur une aide de prêt, nécessite à un moment donné de regarder cette politique publique pour qu'elle soit conduite localement au plus près des habitants. Et ça se passe bien dans les politiques locales de l'habitat avec les élus locaux. Quand même, par rapport à votre proposition de loi qui nous intéresse beaucoup et puis qui est dans la démarche, on avait quelques questions
quelques questions et effectivement nous pensions qu'isolation, sur les termes utilisés, l'isolation, donc on a l'explication maintenant, mais l'isolation risquait d'être moindre que quand on parle de rénovation thermique, phonique, globale. Voilà. Donc ça c'était un point quand même majeur. Ce qui veut dire que pour l'entrée qui est proposée, c'est uniquement sur le parc privé. Et effectivement, même si c'est sur, du moins en termes de logement, puisque vous parlez sur l'ensemble des bâtiments, et c'est un peu dommageable, bon, c'est notre regret, qu'il n'y ait pas aussi l'appréciation en fait de l'ensemble de ce qui est de l'habitat qui soit considéré dans votre proposition. Pourquoi ? Parce que en fait il y a, je vais être dans le cadre du financement du logement social, etc., pour les réhabilitations, il n'y a pas non plus beaucoup de subventions, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir conçu pour l'ensemble. Il nous paraissait aussi intéressant justement de cibler par rapport à ce que vous disiez, justement il y a le livret A qui ne fait plus office de ce qu'il devait faire. Voilà, donc ça c'est par rapport à la sollicitation du secteur bancaire. Donc il me semble que c'est... Alors, est-ce que ça c'est... Je ne l'ai pas lu dans la traduction de la proposition de loi sur justement la recherche de cette recette aussi. Par rapport également à... vous parliez tout à l'heure de perte de valeur, cependant, un propriétaire qui envisage des travaux, pour certains, notamment les propriétaires bailleurs, dans le privé, il y a des remises fiscales. Je veux dire, il y a quand même... c'est pas une perte franche. On va pas dire que c'est une perte franche pour un propriétaire qui engage des travaux, même s'il est mal situé. On va dire, du moins sur un marché peu porteur. Au-delà de ça, il nous semble que, je ne sais pas si vous avez inclus dans votre étude tout le nombre de logements vacants. Est-ce qu'il y aura des priorisations sur l'existant? Nous assistons quand même à un nombre de logements vacants qui ne cesse de croître. Donc voilà, par rapport à peut-être que vous avez vu ce phénomène. Ce que nous cherchons à faire plutôt qu'à faire succéder ou se succéder des auditions sur le thème en général, comme nous sommes acquis à une idée, c'est que les dispositifs de subvention à dose homéopathique comme renforcée ont démontré leurs limites et nous cherchons à voir comment on peut trouver un mécanisme qui à la fois pourrait largement politiquement sécuriser et rassurer tout le monde, notamment en termes de dépenses publiques, notamment en termes d'endettement du pays quand c'est une préoccupation centrale pour tel ou tel, mais aussi avoir bien à l'esprit, parce qu'on met en dehors de ce travail aujourd'hui les bâtiments publics d'État ou des collectivités, le logement social, parce qu'il y a des mécanismes qui ont à être débattus, notamment je pense aux collectivités locales. Moi je viens du bloc communal après 25 ans de mandat. Je mesure bien que la contrainte financière sur les collectivités locales sera une difficulté qu'il faudra contourner ou régler si on veut que les collectivités soient à la hauteur de l'enjeu de l'empreinte écologique et climatique de la consommation énergétique de leurs bâtiments. Donc ce qui nous intéresse là dans le périmètre de ce travail et qui vise à construire des approches ou à porter un temps une contribution qui a vocation à rejoindre un travail que nous espérons transpartisan,
c'est qu'on arrive à régler le problème des si je prends toujours les chiffres du rapport Pisani-Ferry, 30 milliards de reste à charge pour les entrepreneurs et les particuliers, puisque le travail qui nous occupe couvre les bâtiments à destination de l'industrie, du commerce, de l'habitat privé en habitat collectif comme en habitat individuel. Nous pensons qu'un système de subvention, même à un niveau de 40%, des programmes exigés pour réduire la consommation énergétique et répondre aux normes du moment, constitue un reste à charge qui est un mur à mobiliser financièrement, qui n'est pas mobilisable dans des délais qui sont exigés par la réalité du dérèglement climatique. Voilà pourquoi nous avons été dès le début, et nous en avions fait état à M. Ibanez, sensibles, comme d'autres, nous n'en cherchons pas à avoir l'exclusivité sur le sujet, à trouver un mécanisme qui nous permette finalement de neutraliser temporairement des moyens, mais dans un système de prêt hypothécaire qu'on va, par la voix de M. Ibanez, rappeler dans un court instant, qui vise à ce que, dans un délai de 30 ans ou à l'occasion d'une mutation, ce prêt soit remboursé. Donc nous voulions faire réagir un certain nombre d'acteurs, c'est pourquoi, avec Jean-François Coulombe, nous voulions recueillir votre avis, Madame, Monsieur, sur cette proposition avant que nous entamions un travail parlementaire que je disais à la fois transpartisan, mais aussi un travail sur lequel nous allons chercher à codifier cela pour qu'on ait une base légistique de travail qui puisse favoriser des convergences avec d'autres groupes parlementaires que le nôtre. Issus de 3 syndicats initiaux, on a une quinzaine d'années d'existence, mais en réalité les syndicats d'origine étaient pour certains de 1945. Et donc ce syndicat est composé de 53 000 professionnels, 6 300 adhérents. On a la particularité d'avoir 5 métiers. Donc le métier de syndic de copropriété, le métier de gestionnaire locatif, c'est-à-dire on s'occupe de logements en monopropriété ou en copropriété, le métier de transactionnaire, le métier d'expert immobilier. Donc expert immobilier, ça va être l'expertise technique, mais les évaluations aussi. Et puis ensuite le métier qui s'appelait autrefois marchand de biens, qui maintenant est le promoteur rénovateur. Donc celui qui va réhabiliter la plupart du temps en vue de revendre derrière. Dans la transaction, on a une particularité. Donc dans notre syndicat, on est particulier parce qu'on a ces 5 métiers en même temps, ce qui n'est pas le cas de d'autres syndicats. Et en plus, dans la transaction, on a la particularité d'avoir des mandataires et des conseillers immobiliers à travers des réseaux de mandataires indépendants, des têtes de réseau de mandataires indépendants, donc beaucoup de travailleurs indépendants, beaucoup de salariés, des agents commerciaux, tout ça c'est dans la sphère transaction, donc tous les modèles finalement de la transaction sont chez nous. Voilà. On est bien sûr intéressé par le sujet du financement, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Ce qu'on peut peut-être dire, il y a 3 chiffres qui vraiment sont importants pour nous, et Géraud Delvolevé, le délégué, pourra aussi intervenir parce qu'on fait toujours des partitions à 2. Vous avez dans les étiquettes EFG, vous avez 40% du parc loué qui est en étiquette EFG, dans l'état actuel des méthodes conventionnelles des DPE. Sachant que la méthode conventionnelle pour les DPE petites surfaces mériterait d'être revue, parce que du coup ça défavorise même des logements qui sont des logements habitables, ils sont considérés comme indécents parce que la méthode fait que c'est arithmétique et donc ça défavorise les petites surfaces. Donc, ça on a demandé aussi parce que du coup ça fait sortir du parc 2 millions de logements.
On dit toujours à un locataire, pourtant le locataire il est concerné parce qu'il consomme, il vit dans le logement, mais aussi aux propriétaires et aux copropriétaires, on leur dit toujours faites votre DPE. Aujourd'hui c'est important parce qu'il nous faut bien un élément de réponse. Alors il y a toutes des discussions sur la fiabilité, etc. C'est souvent la collecte des informations qui font que le DPE peut être plus ou moins différent. Mais la méthode en tant que telle, les diagnostiqueurs, on va enlever ceux qui font pas bien leur métier, mais globalement, les DPE sont fiables. Voilà, ils mériteraient d'être un peu plus. Mais c'est important quand même d'avoir ce discours-là, parce que si vous n'avez pas ce discours-là, vous n'allez pas pouvoir convaincre les propriétaires bailleurs. Ce sont eux les mal en point, si je puis dire, ainsi que les locataires qui vont devoir quitter leur logement. Il faut absolument que le bailleur privé soit conscient qu'il a des travaux à faire et donc le DPE pour nous est important. Donc il y a 40% du parc loué en France qui a des étiquettes ESG. Donc vous voyez l'ampleur des dégâts. Vous avez en plus, parce qu'on parle souvent de locataires modestes, mais il y a aussi des propriétaires modestes, sans rentrer dans des polémiques de multi-propriétaires. Vous avez donc des propriétaires qui ont des obligations et c'est eux qui sont visés puisqu'ils ne pourront plus louer. D'ailleurs, ils ne peuvent plus déjà sur les G+, les passoires énergétiques, puis en 2025 et puis en 2028. Et donc, c'est eux qu'il faut aider. C'est eux qu'il faut aider et parmi ces propriétaires, il y a des propriétaires modestes. Donc, il faut regarder comment est-ce qu'on peut trouver des solutions de financement ou peut-être de fiscalité. Uniquement si bien sûr il loue un logement de longue durée et vide. On n'est pas en train de parler de la courte durée, on n'est pas en train de parler des logements en zone touristique, on est vraiment en train de parler du logement qui manque en France, c'est-à-dire le logement de longue durée pour des gens à loger. Et donc nous on a vraiment, on va peut-être en parler tout à l'heure, moi j'en parle maintenant, on fait la promotion du statut du bailleur privé, ce bailleur privé-là, à qui on dit si vous voulez vous en sortir, parce que des aides, c'est important d'avoir des aides, on voit bien qu'il y a MaPrimeRénov' individuelle, MaPrimeRénov' collective, version 1, version 2, etc. Mais c'est quand même de l'argent de l'État. Et donc du coup, et puis ça peut, en copropriété, on est quand même obligé de viser le maximum de copropriété si on veut que les travaux se fassent. Donc du coup, on dit pourquoi pas aider un propriétaire privé tout au long de l'exploitation de son bien, à la condition que ça soit du logement de longue durée, attention, et vacant, qu'il soit neuf ou qu'il soit ancien. Il amortit comptablement, donc comptablement c'est comme un camion que vous amortissez dans un bilan d'entreprise sur 7 ans, 5 ans, donc il amortit son bien tout au long de l'exploitation, dès l'instant où il loue. Il amortit 1% du pourcent, mais la condition essentielle, c'est qu'il fasse un loyer en dessous du marché. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, comme il amortit, évidemment, ça fait moins d'impôts à payer, mais ça lui fait quand même de l'argent et de la capacité d'autofinancement pour faire ses travaux. Puis s'il fait les travaux, il pourrait suramortir. C'est un peu ça l'idée, ça donne du pouvoir d'achat à tout le monde. Donc nous, on est, si j'avais que quelques minutes, je voudrais vous convaincre que c'est important. La deuxième chose que je veux dire, en copropriété, il y a 600 000 copropriétés, puisque maintenant, Madame Mancret-Keller a dû vous dire qu'il y avait un registre. Et donc en copropriété, il y a 60% des lots en copropriété qui sont loués. Donc vous avez une discrimination entre le propriétaire occupant et le propriétaire bailleur et une divergence de point de vue quant à faire les travaux alors qu'on a besoin de faire les travaux. Alors on a pleinement conscience de ça en fait et ce qui m'intéressait après votre présentation, ce serait que vous nous donniez votre avis sur un dispositif qui n'est pas un dispositif de financement classique, de subvention, qui prennent en compte telle ou telle situation ou catégorie, mais qui embrasse l'ensemble de la problématique du patrimoine bâti et sur lequel on essaye de complètement avoir une approche radicalement différente finalement, qui soit sur plusieurs années, mais de mobiliser des fonds sous forme de prêts hypothécaires et qui du coup seront sans condition de ressources parce qu'on est parti de l'idée qu'on rentrait sur le sujet par l'urgence climatique et pas par la question sociale ou la question économique. Sur l'urgence climatique, vous avez entièrement raison. En plus, les gens se sont appropriés aujourd'hui le sujet uniquement parce que l'énergie coûte très cher et donc il faut consommer moins
il faut faire des économies d'énergie, il faut consommer moins, donc il faut isoler. Le troisième chiffre, et je m'excuse, je vais arrêter là parce que je suis très intéressée par ce que vous allez exposer. Le troisième chiffre, c'est il y a 18 millions de locataires en France. Parmi les locataires, vous avez 70% des gens qui sont en logement qui seraient éligibles au logement social. Et donc du coup, quand vous faites cette arithmétique-là, vous tombez sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait 8 millions de logements sociaux en France, puisqu'il y a des gens qui sont éligibles au logement social et qui n'y sont pas. Ce qui veut dire quand même que le propriétaire privé, évidemment je suis là pour le défendre, mais pas forcément pour le défendre, c'est plutôt le propriétaire modeste qu'on va défendre. Le propriétaire privé, il loge aujourd'hui plus de 3 millions de personnes qui devraient être dans le logement social. Et ça, il faut vraiment, vraiment retenir ce chiffre-là. Merci. Donc je représente ici un groupement, une association en fait, qui est une association d'industriels qui sont tous mobilisés, je dirais, pour réussir la transition énergétique et qui sont tous réunis pour qu'on atteigne les objectifs de la CNDC 2050 par rapport au cap qui a été fixé depuis maintenant plusieurs années par le gouvernement. Merci. Je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Ah bon, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc nous travaillons avant tout sur l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire que nous sommes convaincus et persuadés que l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire l'isolation thermique extérieure du bâtiment, est le système le plus profitable pour à la fois réduire la consommation énergétique de façon efficace, réduire les émissions de CO2, apporter du confort d'hiver et d'été, voilà, et également augmenter le reste à charge et augmenter, je dirais, la qualité de vie, le bien-être et surtout réduire les frais de santé. Donc dans ce groupement, nous sommes à peu près une trentaine. Il y a à la fois des grosses sociétés, merci, des sociétés familiales, des gens qui font des isolants, des gens qui font des parements esthétiques, des gens qui font des chevilles, des fixations pour que, je dirais, l'isolation thermique à l'extérieur vienne sur l'enveloppe du bâtiment. On a été, tout comme vous l'avez été, auditionné à la commission sénatoriale par Dominique Estrosi et Guillaume Gontard. On a fait ici un document que je vous passerai en PDF qui reprend aussi un peu nos plaidoyers. C'est pas de neutralité carbone sans une qualité de l'enveloppe performante, voilà. Où déjà, je dirais, on avait plusieurs propositions qui était la première étant d'adopter un plan choc d'éradication définitive des passoires thermiques. Pourquoi ? Parce que moi ça fait un petit bout de temps que maintenant je suis dans ce métier. Je dirige également un de ces membres je dirais, du groupement du Murmanteau, et ça fait maintenant 10-15 ans qu'on parle des passoires thermiques et que finalement on n'a jamais réussi à prendre une décision qui fasse que on s'y met, on se concentre, on arrête de saupoudrer et dans 10 ans, on a fini, on tourne la page et on s'attaque à autre chose. Donc ça, c'est véritablement notre leitmotiv. Il y avait d'autres choses, vous le verrez dedans, mais je vais commencer je dirais, on va commencer à regarder la partie que vous nous avez envoyée et où en effet on a un certain nombre de questions. J'ai consulté, je dirais, le PowerPoint que vous nous avez envoyé. J'ai consulté, je dirais, la proposition de loi et le texte annexe qui est dedans. Et en effet, j'avais déjà un certain nombre de remarques qui ont été évoquées juste dans la table ronde précédente, notamment sur le pré-avance mutation. Je crois que, je dirais, on y a en partie répondu. Sur un plan général, je dirais, ma réaction, moi, est de dire ce que vous proposez, nous en avons nous aussi parlé, je dirais, à la commission sénatoriale. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre conviction est qu'il faut que l'investissement dans la rénovation énergétique porte ce terme. C'est-à-dire c'est un investissement.
la dépense. Quand nous ne parlons en termes de rénovation énergétique, je suis d'accord avec vous, on ne parle pas de climat, on parle de dépenses. On dit, on met tant de milliards sur ma prime rénov', on utilise tant de milliards sur les C2E, qui sont non pas financés donc par l'argent public, mais par de l'argent privé. On va rajouter 100... Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est globalement de dire, d'investir et de mobiliser. Pourquoi ? Parce que c'est la mobilisation des fonds aujourd'hui qui pose un problème. Donc sur cette idée de dire, nous investissons, voilà, un montant garanti, je dirais financé par l'État. Nous avez dit aussi financé par les banques. Je dirais, franchement, aujourd'hui, les banques sont totalement inactives dans je dirais, les enjeux de la rénovation énergétique et du dérèglement climatique, la difficulté à proposer je dirais, des prêts qui ne sont pas proposés parce que les particuliers ne sont pas au courant, les syndicats propriétaires ne sont pas au courant. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on pourrait aussi demander aux banques de se mobiliser un peu plus. Donc sur le principe de dire, on fait un investissement et on y va pour, je dirais, aller faire les travaux, mobiliser les fonds, parce que sinon c'est là que ça bloque. Nous, ça fait partie de ce qu'on a proposé aussi à la commission sénatoriale, donc on est entièrement d'accord. Le point sur lequel nous on s'interroge, c'est le fait de dire ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Quand je dis ça ne coûte rien, c'est que ce que vous proposez, c'est remboursable à la mutation ou remboursable après 30 ans. Oui. On aurait, nous, une suggestion, c'est de dire, moi, ce qui coûte rien n'a pas de valeur dans tous les métiers. Voilà. En plus, ce qui coûte rien, et je le rembourse plus tard, ou quand je vendrai ma maison, ça amplifie et ça, je dirais, booste un peu l'effet rebond. L'effet rebond, je suis chez moi, je mettais à 19 ou à 18 parce que j'avais pas les moyens de mettre du chauffage, d'accord ? J'ai maintenant, on me fait mon isolation, je pousse un peu et maintenant je vis à 21. D'accord ? Et là, si je devais gagner 60% d'économie d'énergie, j'en gagne plus que 40. Donc il y a un effet un petit peu pervers. Donc ce que nous on propose, c'est de dire, en fait, on demande quand même un remboursement du prêt à partir du moment où les travaux sont réalisés sur la base des économies de chauffage qui sont réalisées. Annuel, mensuel, c'est quelque chose qui est à creuser. Mais si vous voulez, le fait de dire, écoutez, parce qu'il y a une grosse partie aussi de communication dans cette démarche, en disant l'État prend en charge vos travaux de rénovation énergétique que vous allez rembourser durant tant d'années et que vous pourrez complètement netter, clearer, comme on dit, à la prochaine mutation. Mais à un moment, il faut, je trouve, que l'occupant et le propriétaire, ou pourquoi pas aussi le locataire, fassent un effort. Il nous semble que c'est important en termes d'éducation, en termes d'engagement commun. Voilà, c'est d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Sur le financement, je voyais Madame Dubrac qui posait des questions sur d'où vient l'argent. Je veux dire, on a mis des milliards sur le Covid, on peut trouver aussi des milliards sur le dérèglement climatique. Moi, je pense que là-dessus, j'ai pas du tout d'inquiétude. On peut décider demain, d'accord, d'augmenter le montant des C2E. On va négocier bientôt. Vous savez qu'on est en période P5 des C2E, d'accord. On va commencer à négocier la période P6. On peut augmenter le nombre de terawatts que tous les obligés doivent, et puis monter le budget des C2E. Donc je dirais que ça, c'est très bien. On trouvera, moi je pense que s'il y a une volonté, on dit souvent s'il y a une volonté, il y a un chemin, mais s'il y a une volonté, je dirais, on le trouvera. Pour moi, c'est pas un sujet. Mais sur cette notion d'engagement commun,
j'ai quelque chose qu'il faut, je pense, il faut que l'engagement il y ait un peu de réciprocité, quoi. C'est un peu droit et devoir à un moment. Hein. J'habite quelque part, on fait mes murs, on fait mon isolation de plafond, on fait mes fenêtres, mais moi aussi je dois faire quelque chose. Il doit y avoir droit et devoir. Je trouve que, notamment dans les temps qu'on vit, c'est plutôt quelque chose qu'il faut prôner. Ensuite, j'ai sur le déroulement, je dirais, comportement privilégier le remboursement, comportement des usagers, voilà, ça c'est intéressant. Moi je pense que derrière, il faut hiérarchiser. Donc j'entendais qu'on parlait du DPE tout à l'heure. Je pense que le DPE est une bonne façon de hiérarchiser les travaux. Aujourd'hui, nous avons des obligations de diagnostic de performance énergétique. Je pense que déjà il faut commencer par les F et les G. Voilà, les F et les G, il y a une très bonne étude qui a été faite que vous avez certainement eu entre les mains par l'initiative Rénovons du Clair, qui date de 2021, qui dit voilà le coût aujourd'hui de la rénovation du parc de passoires thermiques. Ça va de 75 milliards à 135 milliards, donc sur les 5,2 millions de passoires énergétiques. En 2 temps, les 75 milliards vous permettent de passer de F et G à D, d'accord, et les 60 milliards supplémentaires, donc pour passer à 135, sont les amener au niveau BBC. Vous avez une question? Oui, vous avez dit 5,2 milliards de passoires énergétiques. De millions, excusez-moi. Oui, non, millions de passoires énergétiques. Oui, tout à fait. Pardon, c'est moi qui voulais dire millions. J'avais bien compris. Vous n'êtes pas tout bâtiment confondu là. Logement. Dans les 30 millions de logements, j'exclus les résidences secondaires, j'exclus les vacants, d'accord. J'ai 17,2% du parc de logement français, c'est 5,2 millions. On raisonne sur y compris le non 5 millions de bâtiments. Oui, parce qu'aujourd'hui, non, parce qu'en fait vous allez plus loin dans la démarche. C'est que moi je dis aujourd'hui, je suis à 5 millions 2, mais vous dites, si je veux respecter le niveau BBC pour emmener tout le monde au niveau BBC à 2050, vous dites, j'en ai fait 30 millions de logements aujourd'hui, hors résidence secondaire, hors logement vacant, d'accord. Et pour que tout le monde soit au niveau BBC pour 2050, moi j'avais une estimation un peu plus élevée, j'en ai 29 millions à rénover. Oui, mais nous c'est aussi parce qu'on intègre le tertiaire. Oui. D'accord, ok. Donc on est peut-être, il y a peut-être des chiffres à affiner, mais de toute façon aujourd'hui on a des données sur les passoires thermiques et sur la hiérarchie, la cartographie des DPE qui sont assez, je dirais, précises. Voilà. Donc j'étais sur la partie de hiérarchisation, c'est-à-dire en effet il faut qu'on commence, je pense, par les F et les G et qu'on remonte après pour aller je dirais, vers ceux qui aujourd'hui, on a 5% du parc de logement, je crois aujourd'hui, qui doit être à A ou B. Donc là c'est pas la peine d'aller, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Après je reviendrai sur cette notion d'obligation, mais après on disait, une fois qu'on a fait les travaux, chez nous, pour nous c'est important d'avoir un comportement du consommateur qui est d'un usager qui est responsable, mais aussi il faut qu'on soit sûr que les travaux sont bien exécutés. Et ça c'est un vrai sujet, pourquoi? Parce qu'il y a eu trop, oui en effet, aujourd'hui de discussions sur les arnaques aux primes et les arnaques également sur la réalisation des travaux. Moi, je voudrais juste apporter un point, c'est de dire que sur 100% des travaux, il y en a 97% qui sont exécutés par des entreprises qui font des travaux de bonne qualité et que malheureusement, on se fixe sur les 3%. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Par contre, nous, ce que l'on dit, on propose un système simple pour, je dirais, s'assurer que les travaux ont bien été effectués, c'est un consuel de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, chez vous, dans n'importe quelle copropriété, vous faites des travaux d'électricité, vous devez, avant que pas le concessionnaire, mais le fournisseur d'électricité vous remette de l'électricité, vous devez faire un consuel. Ça coûte 300, 400, 500 euros. Je ne sais même plus, d'accord, mais je suis persuadé qu'on a toujours tous, sauf peut-être les jeunes là, qui sont ici, on a quasiment tous. Ou Caligas, c'est exactement pareil. Quand on fait des travaux, vous citiez 40 000 euros, vous citiez 15 000 euros, on peut quand même dépenser 300 à 400 euros à ce que quelqu'un vienne,
avec une caméra, je ne sais plus qui en parlait, avec une caméra thermographique, regarde qu'il n'y ait pas de fuite, que le bâtiment il ait aussi une ventilation, parce que ça c'est un point un peu plus technique que j'apporterai après sur la PPL, d'accord, mais de dire je fais un consuel, je vérifie que ça a été bien, je fais une caméra thermographique, je signe, c'est renvoyé, voilà, enfin on est sur des enjeux, tellement importants qu'on peut quand même faire cet effort. Et alors on nous dit, parce que voilà, nous, notre association, notre groupement est dans beaucoup d'organismes et d'institutions, donc au pôle national C2E, on a voulu mettre plus de contrôle, mais oui, mais pourquoi ça se fait pas? Parce que les organismes de contrôle ne sont pas prêts. Si on a la volonté, on met en place une filière, d'accord, on prend 1000, 2000 personnes qu'on forme à faire un consuel de la rénovation énergétique, qu'on équipe d'une caméra thermographique, et terminé, et on arrête. C'est comme les passoires thermiques, il y a un moment, si on veut faire les choses, on les fait et on va au bout du sujet. Voilà. Donc ça, c'est véritablement la partie qui, pour moi, permet aussi de rassurer à la fois l'occupant, le propriétaire et l'assurance, parce que dans nos métiers du bâtiment, le côté assurantiel est quand même assez important. Il y a une chose quand même qui bloque aujourd'hui la rénovation énergétique, c'est que personne n'est capable aujourd'hui de s'engager sur la performance énergétique du bâtiment demain. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne trouverez ni une assurance, ni une entreprise, ni un industriel qui dit « Voilà, moi je vous garantis, monsieur, que si vous faites les travaux, vous allez baisser de 45% votre facture de rénovation énergétique. » Pour quelle raison? Comportement des usagers. Effet rebond, j'ouvre ma fenêtre, maintenant j'ai trop chaud et tout ça. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel nous aussi on réfléchit, sur lequel nous n'avons pas trouvé aujourd'hui de solution. Voilà. Mais les assurances sont aussi très prudentes là-dessus. Ok, oui, alors j'ai lu avec beaucoup d'attention à la fois le projet de loi et puis l'ensemble de l'argumentaire. Donc je pense qu'on peut passer directement éventuellement à mes, je dirais mes remarques, mes appréciations. Voilà. Alors la première chose, c'est que, mais ça vous en êtes convaincus, la question de la rénovation énergétique des logements anciens, elle est totalement prioritaire lorsque, comme nous à Négawatt, on étudie des scénarios énergétiques depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc on l'avait mis en œuvre, on l'avait bien vu dès notre premier scénario en 2003 et commencé à faire déjà des analyses autour du parc des logements, etc., etc. Et donc la conclusion elle est très simple, sans grand programme de rénovation massif, il n'y a pas de transition énergétique et écologique. C'est très clair. C'est très clair. C'est également vrai autour de la mobilité. Ça l'est moins vrai ailleurs, mais en tout cas, c'est des fondamentaux. Après, les deuxièmes fondamentaux pour nous à Négawatt, très importants, c'est ce triptyque qu'on défend depuis là aussi maintenant 2 décennies, celui sur la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. Et donc la transition énergétique, c'est bien ces 3 piliers-là. Voilà. Et moi je crois qu'il faut retrouver dans tout projet de loi, derrière ces 3 piliers, avec quand même un petit bémol sur l'isolation, dans la mesure où ça ne relève en partie, en très grande partie, que de l'efficacité. C'est-à-dire c'est un des trois piliers, même si on parle aussi j'ai bien vu, de capteurs sur eau chaude. Alors, à partir de là, autre point important, je commence par ce qui me paraît positif. Après derrière, je déroulerai quelques remarques. Là, on l'a repéré aussi très très vite, il y a un moment clé, c'est évidemment celui des mutations. C'est celui où, à un moment donné, le logement, l'appartement est libre. Pourquoi? Parce que très très souvent, il y a aussi d'autres travaux qui se font en même temps, qui sont les travaux d'embellissement, qui peuvent être des travaux de mise aux normes électriques, etc. Alors ça pose aussi un petit problème de périmètre, qui n'est pas simple à régler, qui sont finalement entre les 3 types de travaux qu'il peut y avoir. C'est-à-dire des travaux de pure isolation, mise en place d'un complexe isolant, etc., etc., des travaux d'embellissement ou autres, etc., qui n'ont rien à voir, ou très indirectement, avec les questions énergétiques et climatiques, et puis il y a un peu les travaux intermédiaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple,
si on fait une pause d'isolation intérieure, on va derrière devoir refaire une peinture ou autre, et éventuellement faire passer des câbles électriques pour rénover l'électricité, etc. Alors quel est le mix entre les deux? C'est pas très simple, et il est assez important. Donc il y a un problème de périmètre qui peut se poser, j'y reviendrai également aussi après d'ailleurs. Après, l'autre question, la question des mutations est intéressante, et en plus, le nombre de mutations annuelles est à peu près égal au rythme qu'il faudrait faire en termes de rénovation. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire aussi qu'on est sur le rythme uniquement de rénovation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur plusieurs millions par an, mais de l'ordre de 500, 600, 700 000 par an. Alors c'est un rythme suffisant, mais c'est pas un rythme accéléré, si vous voulez, hein, par rapport à peut-être ce qu'il faudrait faire. Cela étant, un rythme très accéléré pose évidemment un problème absolument considérable de personnes pour pouvoir le faire, et de formation. Alors nous, on a fait beaucoup de travaux, si vous voulez, notamment sur l'emploi, dans nos différents scénarios, et qui montrent bien, et ça c'est un message qu'on n'arrête pas de dire aux gens du bâtiment, demain vous ferez beaucoup moins de neuf. Demain, votre métier va te transporter vers la rénovation. Et donc ça veut dire que quelque part, des gens qui sont habitués à travailler en extérieur et qui montent des parpaings, comme on dit chez nous, là, il va falloir qu'ils fassent maintenant des métiers de rénovation. C'est à la fois complexe parce que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat. Vous parlez d'isolation extérieure évidemment, ça ne s'improvise pas. Donc derrière il faut de la formation bien entendu, mais en même temps c'est très valorisant. C'est-à-dire qu'on passe quand même de métiers qui, dans certains cas, passent de l'extérieur, du chantier classique, à des préparations en atelier, éventuellement avec des machines à commande numérique, dans le cas d'ossature bois, etc. Enfin voilà. Donc on retrouve là des artisans. Je dis souvent, alors évidemment c'est une image, mais je dis souvent, le problème qu'on a avec la rénovation, c'est qu'il va falloir faire de la haute couture pour le prix du prêt-à-porter. Et ça, c'est une vraie difficulté. Je parlerai après du prix. Mais le coût, se dire les mutations, soit par succession, soit par vente, bonne idée. Là, on a quelques mois, le logement il est souvent vide, ou il peut l'être à un moment donné. Voilà, ça c'est très clair, intéressant. Ensuite, après, il y a la question de l'hypothèque. La question de l'hypothèque que vous soulevez, qui est évidemment intéressante. Nous, on avait imaginé un autre dispositif, peut-être que je sans vraiment pousser, mais qui était quand même beaucoup plus du côté de la pénalisation, entre guillemets, du propriétaire, dans la mesure où l'appartement n'était pas à un niveau de performance énergétique. Autrement dit, on peut quand même se poser la question, est-il normal qu'un propriétaire bénéficie dans certains sites, pas partout j'entends, attention, hein, d'une augmentation qui a été considérable du prix de son bien, ou sans rien faire du tout, ou presque. Alors, si je parle de mon cas de figure, j'habite dans un village qui est à côté de Montpellier, je peux vous dire qu'il est complètement en tension. Tous les gens qui ont un bout de cave, une maison, etc., ont vu le prix augmenter sans rien faire, ou en faisant les travaux vraiment à minima d'un facteur 3, 4, 5. Bon, là on a des marges qui me paraissent quand même un peu souvent abusives. Bon, on peut vraiment s'interroger sur cette question-là. Ça n'est sans doute pas vrai dans les zones qui ne sont pas en tension, dans la fameuse diagonale du vide, là je suis d'accord. Donc mon exemple n'est pas... voilà. Mais sur tout ce qui relève du périurbain, sur lequel on a des propriétaires qui sans rien faire ou pas grand-chose sur leur maison, ou en louant en plus vraiment avec des travaux à minima, on fait des marges considérables, on peut s'interroger. Et donc du coup, l'idée éventuelle est différente de la vôtre. Hein. L'idée était de dire, mettons en place
un système d'audit qui est un accompagneur ou un accompagnement de la rénovation énergétique. Bon, j'en reparlerai aussi après tout à l'heure. Cette personne est assermentée. Assermentée, enfin, dans le sens où elle a une qualification, plus exactement. Le mot n'est peut-être pas tout à fait juste. Elle a une qualification d'audit reconnu, etc. Et en tout cas, il est totalement indépendant de l'ensemble des fournitures, des personnes, etc. Bien. Une sorte de super sticker, si vous voulez, hein, mais formé avec un niveau de qualification, un peu comme on peut l'avoir dans l'industrie, sur des niveaux de qualification et des autorisations, par exemple pour l'électricité, sur tel et tel niveau de tension, etc. Et cette personne définit à ce moment-là un niveau financier qui correspond au niveau du logement, à ce qu'il faut faire pour l'amener à un niveau, je vais simplifier, BBC, bâtiment basse consommation, d'objectif, qui correspond bien à l'objectif national. Et à ce moment-là, admettons par exemple que ce niveau-là soit, je ne sais pas, de 60 000 euros, pardon, et que le bâtiment vaille 260. Bon. À ce moment-là, la vente se fait bien au niveau 260, mais le propriétaire ne reçoit que 200 000 parce qu'il n'a pas fait les travaux. Et le futur acquéreur paye 260, il emprunte sur 260, le prix à la limite du marché, enfin avec les travaux, mis aux normes, et on a 60 000 qui sont mis sous séquestre, en quelque sorte, via la Caisse des dépôts et consignations, et qui sont libérés au moment où il fait les travaux, avec derrière signature et attestation de la part de la personne qui a en opportunité qu'au moment de l'habitation. Uniquement au moment de l'habitation. Donc on n'est pas. Démarche, Non, c'est pas la même démarche. J'explique, mais c'est pas la même démarche. Je dis simplement c'est une autre démarche que je porte à votre connaissance. Parce que c'est une option qui n'est pas. L'obligation est reportée sur le niveau de mise, enfin le niveau de qualité et la séquestre, si vous voulez, en quelque sorte. Mais on n'est pas sur une obligation de rénovation. Si la rénovation ne se fait pas, à ce moment-là, le bien est entaché, en quelque sorte, et puis après, derrière, se poursuit sur le suivant, etc. L'avantage, c'est que quelque part, le financement de la rénovation est déjà inclus au moment de la mutation. On y revient plus. Tout est fait au moment de la mutation, y compris, bien entendu, les travaux, enfin la nature des travaux réalisés. Après, le système, à mon avis, ne fonctionne que sur ce qui est fait de façon un petit peu analogue en Allemagne, où on a affaire à des auditeurs de très bonne qualité qui vont être des accompagneurs de la personne en rénovation. C'est pas simple. Le problème qu'on a actuellement, si vous voulez, c'est que, et je le dis assez souvent, les gens qui veulent rénover, ils sont sur un 110 mètres haies. Il y a 10 haies devant eux. Alors la première haie, ils vont aller chercher une fiche, la deuxième, ils se renseignent un peu, la troisième, le cousin, il fait quelque chose, etc. C'est hyper compliqué, et tous les gens qui sont dans le milieu du bâtiment savent bien que le bâtiment et les travaux sur le bâtiment, c'est complexe. Donc on a des tas de gens qui s'arrêtent à la troisième, quatrième haie. Il faut les accompagner quelque part. Et il y a besoin d'un accompagnement de confiance, c'est ça le problème. Et le même, c'est-à-dire la même personne qui va suivre le bâtiment de A à Z. Donc c'est la personne qui fait l'audit initial, c'est pas uniquement un audit DPE, classe énergétique. Là, on est sur une analyse assez fine qui permet de déterminer qu'est-ce qu'il faut faire exactement de façon prioritaire, etc.